Rothschild. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Cette famille est entourée d'énormément de mystères. Une famille juive allemande qui possède l'une des banques les plus puissantes au monde. Ils possèdent des châteaux, des hôpitaux, des domaines viticoles, des hôtels, beaucoup trop de choses qu'il me faudrait une vidéo entière pour en faire le tour. Rien que ça. À un tel point qu'il y a des théories de complot, des histoires des plus bizarres et atroces qui sortent sur cette famille. La famille est extrêmement secrète et évite les conversations sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on vous cache sur la famille Rothschild? Pourquoi sont-ils entourés de tant de mystères? C'est une famille qui est devenue plus puissante qu'une famille. Une dynastie. Certaines personnes disent qu'ils ont 2000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde et contrôlent même la politique mondiale. J'ai cherché, j'ai trié et j'ai trouvé. J'ai trouvé là où tout avait commencé. On est en Allemagne, à Francfort, très exactement en 1769, dans le ghetto juif de la ville. Mayer Amschel Rothschild, qu'on va juste appeler Mayer pour des raisons évidentes, et sa femme mettent au monde 19 enfants. C'était une autre époque, et seulement 10 de leurs enfants survivent, 5 fils et 5 filles. Comme tous les juifs à cette époque, les Rothschild ne sont pas libres et doivent vivre sous plein de restrictions. Ils doivent vivre dans la pire partie de la ville et sont victimes d'antisémitisme. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'exercer un métier quelconque. Les juifs de Francfort sont interdits de travailler la terre, de pratiquer des métiers artisanaux, voire de commercer des biens plus nobles tels que les armes, la soie ou les fruits frais. Sans beaucoup de choix, Mayer commence par le textile et ensuite tente sa chance en tant que marchand de pièces de monnaie. Il devient rapidement évident qu'il possède un talent naturel pour ce métier. Il travaille en tant qu'agent de cours, c'est comme les coursiers de bourse aujourd'hui. Et Mayer a si bonne réputation qu'il gère même les finances du prince héritier, le prince Guillaume de Hesse-Kassel. Chaque fois que Guillaume voulait acheter des pièces d'or, il demandait à Mayer de les obtenir sur le marché. Et concrètement, il empruntait de l'argent pour acheter des pièces d'or avant même que le prince ne lui en fasse la commande. Puis il les revendait au prince avec une belle marge. Il jouait sur 2 tableaux, il était à la fois l'acheteur et le vendeur. Une position qui lui permettait de tirer profit de la transaction sous tous les angles. Mais attendez, c'était pas tout. Mayer ne se contentait pas de gagner sa vie grâce à ces transactions. Oh que non! Et réalisait un double profit. Premièrement, il y avait les frais de commission, un joli 8%, rien que ça. Et deuxièmement, il profitait de sa position avancée sur le marché pour anticiper et maximiser ses gains sur chaque transaction avec le prince. En faisant ça, Mayer ne s'est pas simplement enrichi, il a créé les premières lignes de sa future dynastie. En 1782, Mayer a amassé une fortune colossale et obtient le poste de gestionnaire d'investissement pour la vaste richesse du prince Guillaume. Mais pour Mayer, ce n'est que le début. Pour créer un solide ancrage dans le monde de la finance, il doit évoluer vers une banque. Et la transition vers la banque était un moyen d'obtenir légitimité et crédibilité. Se lancer dans la banque s'avère être un coup de génie pour lui. À la fin des années 1700, il est l'homme le plus riche de Francfort. Mais encore, pour Mayer, c'était pas suffisant. Il faut créer quelque chose de plus grand. C'est pas simplement une question d'argent, c'est une question de pouvoir. D'étendre son pouvoir et surtout le faire durer. Créer un pouvoir qui se transmet de génération en génération sans jamais faiblir. Une dynastie familiale qui résiste à l'épreuve du temps, surpasse les nations et les empires. Pour ça, il sait qu'il doit penser plus grand que simplement Francfort, même la Prusse. Il transmet toutes ses connaissances à ses fils qui entrent progressivement dans l'entreprise. Et pour s'étendre, il envoie 4 de ses 5 fils dans les grandes capitales européennes. Vienne, Naples, Paris, et la ville la plus grande du 19e siècle, Londres. Et au début des années 1800, le Royaume-Uni est la superpuissance mondiale, avec un vaste empire à travers les continents. C'est l'équivalent des États-Unis aujourd'hui, et ils sont absolument partout. La révolution industrielle transforme l'économie, faisant du Royaume-Uni une puissance industrielle et financière. Le secteur financier centré à Londres est robuste, avec la création de la Banque d'Angleterre en 1994. Londres devient le centre financier mondial. Et donc, celui qui se chargea d'arriver à Londres, c'est le 3e fils. Il s'appelle Nathan Rothschild. Et ce petit gamin grandit avec une très grosse pression. Montrer qu'il est capable de prendre la richesse que son père a créée pour l'amener encore plus haut. Et Nathan est un gamin qui a faim, très clairement. Avec les 20 000 livres que son père lui a donnés comme investissement, Nathan prévoit de les maximiser le plus possible, par tous les moyens nécessaires. Et il s'est tourné vers l'industrie qui était la plus grosse à l'époque, le textile. À ce moment, c'est le cœur battant de l'économie britannique, stimulé par les innovations technologiques et une demande croissante, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Des ateliers et des usines de toute taille produisaient une variété impressionnante de textiles, du coton brut importé des colonies à la soie la plus fine. Nathan voit une opportunité de capitaliser sur cette croissance tout en maximisant les profits. Il décide alors, lui aussi, de jouer sur 2 tableaux. Il récupère le coton et la soie en sortie de cargo, la vend aux usines, et récupère ensuite le textile produit pour le vendre. En peu de temps, il transforme ses 20 000 livres en 60 000 livres. Très beau rendement, mais pour aller plus loin et pour gagner encore plus d'argent, Nathan se lance aussi dans la contrebande de métaux précieux. Et en quelques années seulement après son arrivée à Londres, Nathan arrive à 800 000 livres. Et il se sert de tout cet argent pour créer la première banque Rothschild en dehors de Francfort. Mais Nathan n'est pas seul dans l'entreprise. Il partage son ambition avec 4 frères tout aussi déterminés. Ensemble, ils ne veulent pas seulement perpétuer le succès de leur père, mais le porter à des hauteurs jamais vues. Nous sommes en 1812 et Mayer, leur père, décède. Le fils aîné, Amschel Mayer, prend alors la tête de la banque de Francfort.